que dans les entreprises, il y a un manque d'engagement et pourtant, on est souvent les pompiers pyromanes, on crée des conditions de ce désengagement. Bonjour, bienvenue, je suis Pierre-Olivier, je travaille pour le média Uzbek Erika et nous sommes en direct du plateau de Big Media, à l'occasion de Big, le plus grand rassemblement des entrepreneurs de France. Uzbek Erika, depuis 2010, c'est un site en ligne, un magazine trimestriel et un studio qui accompagne entreprises et institutions dans l'exploration des grands enjeux d'avenir dont nous tenons la chronique depuis notre création. Avec un état d'esprit, l'enthousiasme et l'optimisme, avec une méthode, l'analyse des signaux faibles et des scénarios, et avec une ambition, contribuer à installer, à participer, à documenter un monde plus habitable socialement, technologiquement et écologiquement pour les générations présentes et futures. Et justement, quand on parle d'un monde plus habitable écologiquement, l'urgence c'est là. Les catastrophes climatiques qui continuent d'émailler nos fils d'actualité nous le rappellent sans cesse. Il faut agir pour le climat. Pour prendre la mesure de ces enjeux, d'un côté, on se rend bien compte que chacun est sensibilisé chaque jour à travers des petits gestes à contribuer à développer des modes de vie plus en phase avec les impératifs de sobriété. Et de l'autre, la taxonomie évolue également. Et la loi programmatique qui sera votée au printemps prochain devrait nous permettre de placer des billes pour atteindre cette trajectoire écologiquement neutre à l'horizon 2050. En attendant, au milieu de tout ça, qu'est-ce qui se passe avec les entreprises? Qu'est-ce qu'elles font? Elles sont au front pour accueillir et conduire cette métamorphose. Mais le sujet n'est pas toujours simple pour elles, car il s'agit bien d'investir pour inventer des choses inédites, inventer des modèles qui leur permettent à la fois de conduire cette transition et de continuer en même temps à faire tourner la boutique, à rassurer leurs investisseurs, leurs fournisseurs, leurs actionnaires, à continuer de fournir leurs clients, leurs prestataires, bref, faire tourner la boutique comme je viens de le dire. Et c'est bien le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Comment on fait? Quelle est la bonne méthode pour se mettre en mouvement? Quelle est la bonne échelle d'action à avoir en tête pour entamer cette transition? De quels leviers disposent-elles et comment elles font pour financer ces investissements? Vers qui peuvent-elles se tourner pour être bien conseillées? Pour en discuter aujourd'hui, j'accueille sur ce plateau Raphaël Garçon, directeur adjoint de l'ADEME, l'agence de transition écologique. J'accueille également Emmanuel Perdrix, PDG de Highlands, qui est une société qui rassemble plusieurs sociétés spécialisées dans la filière plastique. Et vous êtes également présidente de Polyvia, qui représente les industriels de la plasturgie et des composites, je l'ai bien dit. J'accueille également Hervé de Maillard, serial entrepreneur de la tech. Vous dirigez plusieurs sociétés dans le domaine des technologies. Et vous êtes notamment président de MGA Technologies, qui conçoit, développe et réalise des machines, des équipements innovants sur mesure pour toutes les industries, notamment pharmaceutiques, médicales, automobiles et agroalimentaires. Et enfin, last but not least, Guillaume Rochman, vous êtes le fondateur et le PDG depuis 16 ans de la société Sofrapac, spécialiste de l'emballage écologique sur mesure. Alors, je viens de l'aborder pour parler du sujet dans l'entreprise face aux transitions environnementales et écologiques. Souvent, les entreprises sont un peu seules. Il faut qu'elles prennent des mesures elles-mêmes. Et c'est pas simple, parce qu'elles ne sont pas toutes seules dans la façon dont elles fonctionnent. J'ai dit, elles ont des fournisseurs, elles sont dans un écosystème. Raphaël, vous travaillez à l'ADEME. Selon vous, quelle est la bonne échelle d'action, les bons leviers à prendre en considération quand on aborde la transition écologique des entreprises? Bonjour et merci pour cette émission. Alors, pour recontextualiser un peu, c'est vrai que la décarbonation de l'industrie, elle répond à trois enjeux fondamentaux. Le premier enjeu, c'est un enjeu climatique. On doit atteindre la neutralité carbone en 2050. Et pour l'atteindre, la décarbonation de l'industrie est cruciale. L'industrie, c'est 20% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut absolument baisser les émissions liées au secteur industriel. Et pour ça, les leviers sont nombreux, on va y revenir. Le deuxième enjeu, il est économique et il passe par la souveraineté énergétique. Donc les conditions en Ukraine nous le rappellent de façon dramatique. Et cette souveraineté énergétique, elle est nécessaire parce que cette dépendance actuelle, elle impacte le modèle économique des industriels, des entreprises. Elle les rend vulnérables. Et donc en fait, par rapport au titre de votre émission, moi je suis pas tout à fait d'accord. Moi je pense que transition écologique et industrie, c'est je t'aime moi aussi. Parce que ça va vraiment dans la même direction, la transition écologique, pour avoir un modèle économique pérenne et durable. Et alors comment on fait, puisque c'est ça le thème d'aujourd'hui, comment on fait? On voit trois leviers à l'ADEME pour décarboner l'industrie. Le premier levier, c'est l'efficacité énergétique. Consommer moins, récupérer la chaleur fatale. Il y a plus d'un tiers de la consommation des combustibles qui part en fumée, donc il y a un gros gisement là.
Ensuite, quand on a besoin d'énergie, s'approvisionner en énergie renouvelable et de récupération. On pense bien sûr aux énergies renouvelables électriques, mais il ne faut pas oublier également les énergies renouvelables chaleur. Et enfin, le troisième levier, c'est de travailler sur la matière, avec des matières en les diminuant et en incorporant davantage de matières recyclées. Oui, donc on voit bien qu'on s'inscrit dans une échelle de valeur un peu large. Quels sont les partenaires? Alors, je me tourne vers vous, Guillaume. Vous produisez des emballages plastiques. Des emballages non plastiques sur mesure. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous abordez ce sujet avec vos clients et vos partenaires? Justement, pour recontextualiser aussi mon univers, je suis dans le monde de l'emballage sur mesure, comme vous l'avez dit, et plus précisément de l'emballage écologique, durable, qui remplace ceux qui ne le sont pas, à savoir le carton, je l'ai amené, je le montre, le carton qui remplace le bois, donc des caisses palettes en carton qui remplacent les caisses palettes en bois, et l'emballage écologique 100% recyclé en papier, une sorte de couverture protectrice et très résistante et très flexible qui a pour vocation de remplacer tout ce qui est emballage à base de plastique, comme le Bullcraft, communément appelé, pour l'export. Par rapport à tout ça, pour le coup, moi j'aime bien le titre de l'émission, dans le sens où ça fait 16 ans que j'ai monté ma société. Il y a eu une longue traversée du désert, surtout au niveau écologique, parce que, il faut le dire aussi, c'est triste à dire, mais il y a 17 ans, ou il y a 16 ans, ou il y a 10 ans, ce qui était écologique, c'était pas non plus l'Eldorado, dans le sens où on le regardait, c'était du bonus. Les mentalités changent, les habitudes changent, mais avant, c'était pas le cas. Ça fait 16 ans que vous travaillez sur ce sujet-là. Oui. Comment ça s'est passé quand vous êtes allé présenter vos produits à vos clients? Est-ce qu'ils ont pu s'en emparer rapidement? C'était quoi les freins Rapidement, au début? non. Comment ça s'est passé? J'en parlais il n'y a pas longtemps, c'était très long. Le fait de proposer des caisses en carton qui remplacent les caisses en bois, j'étais lunaire. J'étais un extraterrestre, tout ce que vous voulez. Mais petit à petit, c'est rentré dans les mœurs. C'est par des industriels qui cherchaient cette transition écologique. Ça arrive doucement et c'est accentué maintenant, après Covid. Je l'ai bien senti. Pareil pour le nouveau produit qu'on est en train de sortir. Le plastique n'est pas forcément l'avenir, même s'il y a des dérivés au niveau emballage, c'est pas évident. D'où le 100% recyclé. Donc, concrètement, c'est quoi la contrainte pour un de vos clients qui a envie de passer à des emballages responsables, j'ai envie de dire? Alors pour le coup, dans un premier temps, me concernant, c'était la barrière psychologique. Carton qui remplace le bois pour mettre 1,5 tonne à l'intérieur, des machines qui font 500 kg et qui font 100 000 € qui partent aux États-Unis. C'était pas un réflexe. Ça allait petit à petit parce que c'est ce que je disais, les mentalités changent et c'est très bon. Mais d'une, faut avoir de l'audace pour sortir ce type de produit. Je le dis aujourd'hui. Je dis rarement que je suis fier de ce que j'ai entrepris, mais là je le dis. Mais c'est une longue traversée du désert. Il y a cet aspect écologique est accentué aujourd'hui. Il y a à peine 2 ou 3 ans avant Covid, c'était pas encore là. Hervé, j'ai envie de me tourner vers vous. Vous fournissez des machines et des dispositifs pour vos clients également qui ont envie de franchir le pas, d'entamer leur transition écologique. Comment ça se passe la relation avec eux? C'est quoi les étapes par lesquelles ils sont obligés de passer, qui sont sûrement contraignantes pour adopter ces machines, pour les installer? En fait, ça se passe bien. Bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. En fait, nous, ce qu'on fait pour les transitions chez MGA Technologies, on a 3 types d'actions. On a des actions qui sont vraiment à notre échelle, des petits pas. 100% de notre flotte est hybride. Toutes nos lampes sont LED. Le dernier bâtiment qu'on a construit l'an dernier, il respecte la norme RT 2020 qui est à isolation maximale. Donc le bâtiment est à énergie positive. Donc c'est le premier on va dire le premier étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée, c'est qu'on intègre dans la conception de nos machines. On a la chance de faire des machines sur mesure. Donc on fait de l'éco-conception et on regarde évidemment non pas l'empreinte carbone de la machine qu'on produit, mais l'empreinte carbone de la machine pendant toute sa durée de vie. Parce que notre objectif, c'est que comme on fait des machines robustes, elles vont vivre pendant 20 ou 30 ans. Et donc on regarde ça dans sa globalité, c'est-à-dire pendant tout le temps où la machine va produire chez le client. Donc évidemment, le sujet de l'énergie est fondamental. Le sujet
des éventuels waste, enfin des éventuels rebuts que la machine va produire est fondamental. Le TRS est fondamental aussi. Donc il y a des systèmes d'optimisation de consommation énergétique qu'on va proposer à nos clients, qu'on va directement mettre nativement sur les machines. Il y a un gros sujet capteur pour remonter des données, pour mesurer en fait les consommations, être capable de les optimiser, se mettre dans une logique, on va dire, d'optimisation d'année en année. Et alors, troisième étage de la fusée, puisqu'il y a le troisième étage, en plus, on a un certain nombre de solutions qui permettent carrément à nos clients de changer de paradigme, et notamment dans la biopharma, on a des solutions de connexion, des déconnexions stériles qui permettent à nos clients de basculer vers une fabrication avec du single use. Et là, carrément, nos clients réduisent leur empreinte carbone de l'ordre de 50%. C'est-à-dire en passant avec ces solutions-là, on réduit considérablement ce qu'on appelle le footprint de l'usine. Et en fait, le bilan carbone du client se retrouve amélioré de 50%. Donc c'est tout à fait fondamental. Et donc c'est ces trois étages de la fusée qu'on fait. Donc, petit pas à notre niveau, un petit peu plus loin sur la conception des machines et carrément aider nos clients à changer complètement de modèle. Emmanuel, vous venez de lancer un site qui correspond aux critères d'environnement qui ont été posés. Est-ce que vous pouvez témoigner des contraintes que vous avez dû affronter et de la manière dont vous avez dû réorganiser la chaîne d'approvisionnement avec vos clients, vos fournisseurs ? C'est vrai que historiquement, on est engagé dans la 50001, la 14001, donc je dirais on a toute une histoire autour de cette efficacité énergétique et cette efficacité environnementale. Et ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Et quand on a réfléchi à ce nouveau site, finalement, on s'est dit que c'était une opportunité bien sûr énorme pour aller vers encore plus d'efficacité. Et du coup, on a travaillé avec des bureaux d'études, on a travaillé avec des fournisseurs qui étaient à même de nous faire les bonnes propositions en termes de process. Que ce soit les machines de production. En plus, on est plasturgiste, donc on a un petit sujet d'image quand même. Hein, voilà. Donc, du coup, c'était voilà, il y a tout autour des process, les moules, bien sûr, tout ce qui est lié à la récupération des carottes et des déchets en cours de production, tout le process pour générer l'eau froide. Pour refroidir nos moules, nos presses, les panneaux photovoltaïques bien sûr au niveau du toit et au-delà de l'exigence légale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'on fait, c'est pas que sous la contrainte, c'est aussi parce qu'on croit que ça crée vraiment de la valeur et que ça a du sens pour l'entreprise, pour les collaborateurs et pour les clients. Et puis aussi, c'est une fois qu'on a travaillé sur ce sujet bâtiment qui finalement est plutôt dans cette logique de petits pas aussi, et ben, il y a tout le sujet autour des produits. Donc le groupe, il a une partie de produits industriels en sous-traitance. Donc là, on est soumis quand même aux contraintes donneurs d'ordre. C'est pas ce que tu as connu, je pense. Donc c'est pas toujours facile d'impulser des changements autour des matières recyclées, autour du poids, autour de tout ça, parce qu'il y a des cahiers des charges, des spécifications. Par contre, on a entre guillemets la chance d'avoir une gamme de produits standards, une gamme de produits propres. Et là-dessus, on a engagé une vraie transformation autour des matériaux utilisés, des poids, et avec des logiques d'ACV, d'éco-conception, etc. Et alors je reste avec vous parce que justement, le deuxième axe qu'on a envie d'aborder, c'est celui du financement et de l'investissement, oui, au sens large en fait, parce que c'est pas juste une question d'argent, c'est... Il faut investir de l'énergie, il faut investir de la ressource mentale, il faut réfléchir, il faut conceptualiser tout ça, et puis bien sûr, il faut le financer. Comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que vous avez pu mesurer ce que ça vous a coûté et comment vous l'avez financé ? Alors oui, ça coûte au départ, mais comme le disait Raphaël, il y a une approche aussi finalement assez économique, parce que quand on voit les dernières inflexions du coût énergétique, et ben on se dit que toutes ces économies qu'on a générées du fait de nos investissements, ils vont être vraiment intéressants aussi économiquement. On a été très soutenus, il y a les C2E quand même, faut pas, voilà, qui participent quand même aux investissements où on est sur des gains d'énergie. Nous, personnellement, on est accompagnés par l'ADEME sur un projet qui s'appelle Orplast, qui est essentiel pour nous, pour toutes nos initiatives autour de l'incorporation des matières recyclées. Et puis on a aussi, bien sûr, eu le soutien de la BPI, par exemple, sur des prêts verts. Et puis aussi, on voit apparaître des solutions de financement chez les partenaires financiers classiques qui, de plus en plus, proposent des solutions de prêts verts avec des taux bonifiés. Et ça, c'est important parce que finalement, c'est vrai que tous ces investissements... je dirais, écologiques, ils sont souvent un peu plus élevés
Mais finalement, aujourd'hui, on a plein de solutions pour accepter ce risque économique au moment de l'investissement. Hervé, vous avez eu le même sujet de transformation dans de vos sites. Comment vous avez fait? Vous l'avez financé vous-même? Nous, c'est un peu pareil. On a la chance d'être accompagné par BPI France. Donc, le prêt vert, évidemment, c'est un outil. Le VTE vert est également un outil. C'est un dispositif qui permet d'embaucher un jeune diplômé et de le mettre avec un contrat aidé sur ces sujets-là. Et c'est comme ça que nous, on a fait un diagnostic écoflux qui nous a permis de d'abord commencer à cartographier un peu notre problème. Le premier poste d'investissement, c'est le diagnostic. Je dirais que le sujet des transitions, c'est d'abord un sujet de compétence. Et à deux niveaux. Premièrement, il faut être compétent pour le faire. Mais c'est aussi, si on le fait, on attire des talents. C'est-à-dire, si on ne le fait pas, on n'attire pas de talents. Les jeunes, ils ne vont plus dans les boîtes où ce n'est pas un sujet. Donc en fait, il y a aussi un sujet marque employeur. Pour attirer les jeunes, sont de plus en plus il faut. Alors non seulement c'est bon pour la planète, mais c'est indispensable pour que les jeunes viennent. Parce que les jeunes, en fait, quand vous les avez en entretien, ils vous font passer un entretien de qu'est-ce que vous faites pour la planète. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est un investissement, mais il y a un retour sur investissement immédiat. Il y a un retour sur investissement évident au niveau de la jeunesse. Il y a un petit retour, ça va commencer, je pense que ça va s'accélérer au niveau de la finance, parce que les financiers vont investir et financer les entreprises qui se saisissent de ces sujets et ne financeront plus les entreprises qui ne font rien, c'est clair. Dans 5 ans, je pense que ça sera la norme, et y compris les assureurs. Les assureurs feront payer plus cher les gens qui ne font rien par rapport aux gens qui font quelque chose. Et il y a un sujet client. Il y a des grands groupes, pour ne pas les citer, des gens comme Saint-Gobain par exemple, qui corrigent leurs achats avec un coût carbone. Donc c'est-à-dire que tous les achats qu'ils font, ils les corrigent avec un coût carbone pour justement se rendre compte que c'est clair que quand on importe un produit de Chine, il est fait avec un mix énergétique essentiellement base charbon. Et donc c'est une catastrophe écologique par rapport à un produit français qui lui est fait avec un mix énergétique nucléaire. Guillaume, je vous fais réagir là-dessus. Dans votre entreprise, vous avez été accompagné également. Vous pouvez nous dire rapidement, on approche de la fin, mais... Rapidement. Qui sont les bons tiers je vais essayer de le faire en 2 heures. Globalement, oui, j'ai été accompagné, mais par de l'audace, je dirais, où à un moment, je ne savais pas justement vers qui me tourner. Ça faisait 15 ans, donc ça fait il y a 2 ans à peu près, où le plan de relance venait d'être annoncé. Et je me suis dit, je suis entrepreneur français, j'exporte, je fabrique écologique, je suis en région parisienne. Qu'est-ce qui m'aide ? Et à partir de là, je me suis dit, je ne sais plus vers qui me tourner. J'ai écrit à la ministre de l'Industrie en me disant, une bouteille à la mer. 2 mois après, il y a son cabinet qui m'a rappelé. J'ai été reçu à Bercy. Et de là, tout s'est découlé. C'est-à-dire que j'ai eu des recommandations sur tel ou tel appel à projet pour me dire, parce que c'était un univers que je ne connaissais pas. Non, ce que je veux dire, c'est que finalement, ce que vous dites, c'est qu'il a fallu franchir le pas. Ah oui, oui. De faire la démarche, de s'organiser. Voilà, c'est ça. Et dès que vous avez sonné une cloche, ça s'est mis en place assez rapidement grâce à des dispositifs qui existent. Plusieurs dispositifs qu'on apprend. Qui existent, qui sont prêts à financer cette transition. Raphaël, oui, justement. Alors je voulais la faire pour lui, justement, où on a fini par faire une étude sur nos produits grâce à l'ADEME avec un VTE vert. Donc la boucle est bouclée, dans le sens où on l'a mis sur une étude pour étudier le bilan carbone de nos produits. Donc ça reste encore à peaufiner, mais on s'est aperçu grâce à l'ADEME et moyennant des calculs, que nos produits émettent 2 fois moins de CO2 que l'emballage bois ou plastique. Il reste 1 minute, Raphaël, et je voudrais vous proposer le mot de la fin pour justement revenir sur ces dispositifs d'accompagnement que propose notamment l'ADEME. Oui, alors déjà, je voudrais à nouveau saluer les porteurs de projets qui sont là, parce que ce sont eux qui font la transition. Et nous, on est là pour les accompagner. Et ce sont vraiment des bons exemples qui montrent que c'est possible de faire cette transition écologique dans l'industrie. Alors nous, on les accompagne. On accompagne à la fois les porteurs de solutions et également ceux qui sont preneurs de ces solutions pour décarboner leur industrie. On les accompagne de l'étude au déploiement. On les accompagne de la recherche et développement jusqu'à l'industrialisation.
On a pléthore d'appels à projets sur le sujet qui sont apparus notamment dans le cadre du plan de relance et qui se continuent avec France Il y en 2030. a un en ce moment auquel, si on est entrepreneur et qu'on a envie de se faire accompagner, on peut postuler. Tout à fait. Alors, ils sont tous sur la plateforme agirpourlatransition.adem.fr. C'est un site à retenir. Agirpourlatransition.adem.fr. Voilà. Et le petit coup de pub, là, c'est pour un qui se clôture bientôt, qui s'appelle Decarb Flash, qui se clôture le 3 novembre. Et on a souvent tendance à penser qu'on n'aide que les très gros projets de plusieurs millions d'euros. Là, le ticket d'entrée, il est à 100 000 euros. C'est que de la subvention. Donc, et le procédure est vraiment très simplifié. Donc, allez-y. Donc, si on évalue qu'on a besoin de 100 000 euros pour commencer à sa transition, on peut s'adresser à l'ADEME. Tout à fait. Super. Merci à tous de nous avoir écoutés pendant cette émission. On enchaîne juste après avec une table ronde sur le métaverse qui sera animée par Florie chez Uzbek Erika. Et à très vite et tout de suite. En attendant, vous pouvez... On suit le bang qui continue pendant le changement de plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. C'est faire que la personne qui rentre se sente accueillie sans qu'on lui dise que l'accueil est là. Donc, il y a cette disparition. Et pourquoi le designer, il sait faire ça? Parce que c'est un expert, c'est une espèce d'expert un peu généraliste, touche à tout. Vous entrez dans un restaurant, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que l'atmosphère n'est pas bonne. Le designer, lui, il sait. Il sait que la lumière, elle ne marche pas, que les LED sont mal orientés, que ce n'est pas la bonne couleur. Le designer, il sait que si vous n'entendez rien, c'est parce que l'acousticien n'a pas fait son travail. Il sait que le miroir, s'il est trop bas et que vous voyez vos pieds, c'est parce que quelqu'un, à un moment, n'a pas fait son travail. Mais alors, est-ce que vraiment le designer, on ne le remarque que quand ça ne fonctionne pas, que quand le rasoir ne glisse plus et que tout à coup vous vous coupez? Est-ce que c'est vraiment seulement à ce moment-là qu'on s'en rend compte? Est-ce que vraiment vous pensez aujourd'hui, et je vous vois pianoter sur votre téléphone, que le designer, son boulot, c'est de faire que tout disparaisse? Est-ce que vous avez envie, vous, aujourd'hui, d'être assis sur un fauteuil qui n'est plus un fauteuil, qui a un champ de force? Tout à coup, tout a disparu, et il n'y a plus que quelque chose de magnétique qui vous soulève et qui vous porte.